Salut, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin et aujourd'hui je voulais te faire un petit papier là sur l'avion et moi. Alors pas tellement que ce soit très intéressant la relation que j'entretiens avec l'avion, mais dans le cadre de la chaîne, dans le cadre de Agir et Vivre Enfin justement, eh bien j'ai éprouvé le besoin d'essayer de présenter ce que pouvait être quelque part une passion en pointillé. Oui, parce que la particularité de l'aviation, la particularité du fait de s'intéresser aux avions, c'est quand même que c'est quelque chose de très coûteux, hein, l'aviation, et qu'on peut difficilement imaginer simplement rester sur le bord de la piste en train d'observer les engins qui décollent. Et à cette occasion, ce qui m'intéresse ici, ça n'est pas de penser, de parler de moi, parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est d'envisager cette passion à travers la manière dont je l'ai vécue et voir ce que j'aurais pu faire et montrer que quand on agit, eh bien, on peut faire autrement. Alors actuellement, je te dis clairement, je suis très bien dans mes baskets, très bien dans ma vie, donc je n'ai pas de regrets concernant l'aviation. J'estime avoir vécu une vie pleine et entière, mais toutefois je me dis que j'aurais peut-être pu quelque part vivre cela autrement et ça pourra peut-être t'éclairer, t'intéresser la manière dont je le vois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour repérer, j'ai 54 ans et dans ce cas-là, eh bien, je donne mon âge bien entendu pour que tu te repères un peu. Et j'ai découvert non pas l'aviation mais l'air et la magie de l'air au château de Balleroy. Une journée où j'étais allé avec mes parents visiter le musée des ballons. Alors il faut te dire ce qui se passe, c'est que le musée des ballons de Balleroy, c'est un endroit merveilleux, c'est un endroit qui a été entretenu et mis en place par un monsieur qui s'appelait Malcolm Forbes, celui des Amériques, hein, tu sais, de l'américain là, qui crée chaque année le classement Forbes des milliardaires. Et cet homme-là était un mania de la presse, un gros bonnet. Et ce type-là était, enfin type, je ne sais pas, peut-être qu'on peut l'appeler autrement, cette personne, cet individu, était passionné par les choses de l'air. Et en particulier, il était passionné par les aérostats, les ballons. Alors, il y avait tous les ans ou tous les 2 ans une réunion de ballons qui était absolument merveilleuse parce que ça se passait sur l'endroit du château de Balleroy, sur le parc, et il y avait justement plein de ballons, là, des gros ballons à air chaud, et je crois un à air, à hydrogène ou à hélium qui volait. Et à cette occasion, mes parents m'avaient acheté un petit ballon, je me souviens, il était rouge. Et à cette occasion, bien j'en reparlerai avec beaucoup d'émotion. Et je l'avais mis comme l'image, l'habitude d'Épinal presque le veut, dans ma chambre. Et quelques jours plus tard, j'ai eu la surprise, un peu la déception de voir ce ballon se dégonfler et revenir au sol. Parce que je ne le savais pas, mais l'hélium est un gaz tellement fin, tellement rare que en fait il réussit à passer au travers des parois du caoutchouc sans même que ce soit, si tu veux, c'est difficile à comprendre, mais c'est un peu comme de l'eau. Tu t'imagines fort bien que l'eau ne va pas passer dans du plastique, mais si tu le mets dans un tissu du genre coton, eh bien l'eau va passer à travers. Et ben, c'est un peu ce qui se passe avec le caoutchouc, puisque on va dire que la liaison entre les molécules de caoutchouc, je ne sais pas, dans les atomes, n'est pas suffisamment fine pour pouvoir empêcher l'hélium de partir. Enfin voilà, et donc j'ai découvert l'air à ce moment-là, j'ai découvert, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, et ça a été vraiment pour moi la révélation de ma vie, parce que je me suis aperçu que c'était quelque chose de merveilleux. Alors à cette époque-là, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à l'aviation, j'ai commencé à dévorer les petits livres et tout, les documentations de l'école, les fichiers qu'on pouvait avoir, tu sais, dans les écoles, et je rêvais d'être pilote d'avion. Et puis j'ai grandi, et à cette époque-là, je savais de toute façon quand j'étais jeune que
je vais pas te faire pleurer dans les chaumières, mais j'étais pas né dans un milieu de l'aviation, quoi. Mon père n'était pas pilote, et puis on était à 100 lieues de ça, puisqu'on était à la campagne et pratiquement dans une ferme, hein, donc on ne pouvait pas imaginer que j'allais un jour faire un tour d'avion toutes les quelques minutes, hein, être inscrit dans un club. Donc pour moi, ça n'était pas vraiment d'actualité. Je m'étais dit, quand j'aurai un métier, hein, parce qu'à cette époque-là, il y avait quelque chose qui me fascinait. Déjà, c'était le catalogue de Manu France, dans lequel on avait des avions et dans lequel on avait des petits avions radiocommandés. Alors, je sais plus s'ils étaient vraiment radiocommandés, mais enfin, il y avait des petits moteurs. Et à l'époque, au tout début, hein, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui s'appelait Michel Rama, qui existe toujours, heureusement, qui est toujours vivant, mon ami Michel Rama, qui faisait fonctionner de ces petits avions-là. Je te parlerai de son époque, sa passion à lui, hein, de lui plus tard. Et en fait, Michel Rama avait donc la capacité, il était capable de faire fonctionner ces petits avions. Et moi, j'avais pas vraiment les moyens parce qu'il fallait du balsa, fallait du recouvrement spécial. Ça représentait une sacrée somme. Je n'avais pas vraiment les moyens de me débrouiller pour faire de l'avion vraiment, donc je m'étais dit quand j'aurai ma première paye, eh bien je m'achèterai un petit avion radiocommandé comme ça, ce qu'on appelait une boîte, puisque les fagots de balsa et tout étaient dans une boîte. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, j'ai passé mon examen pour devenir instituteur, hein, c'était pas professeur des écoles, et à 18 ans je suis devenu instituteur. Et donc l'année suivante, eh bien j'ai acheté tout le matériel pour devenir pilote d'avion radiocommandé. Alors, ce qui est très intéressant dans ma démarche, tu verras, c'est que en fait, c'est pas quelque chose d'automatique, hein. Je suis passé par plein d'étapes et ça permet un peu de voir comment on est capable parfois de renoncer, de mal s'orienter, etc. Et puis de se diriger vraiment vers la bonne solution. Hein, donc c'est intéressant et je te dirai à la fin ce que j'en pense. Étant donné la longueur de l'intervention, moi je serais obligé sans doute de faire plusieurs épisodes. Alors donc j'ai acheté, je me rappelle c'était en hiver, j'ai acheté chez Leduc, c'était à Caen, tout le matériel. Alors ils ont dû être contents de me voir venir arriver parce qu'à l'époque le matériel n'avait pas le même prix et j'ai dû acheter à l'époque pour l'équivalent de 300 euros de matériel, ce qui représente à peu près 350 euros, l'équivalent de 2000 francs de l'époque. Ce qui était pas mal, une somme considérable hein, quand même à l'époque. Alors tu te diras, il a attendu toute sa vie pour dépenser ça. Bah ouais, mais bon, j'étais pas riche, hein, mis à part les étrennes et mis à part quelques petits pourboires entre guillemets quand je faisais un petit boulot, j'étais pas non plus riche au point. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté ce matériel et j'ai toujours voulu faire les choses moi-même. J'ai toujours voulu faire les choses tout seul. Alors j'étais déjà passionné par l'air à cette époque, mais j'avais lu Saint-Exupéry, bien sûr, j'avais regardé des films sur les avions, comme ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, et je me suis lancé dans la construction d'avions, d'un avion radiocommandé, je me rappelle, ça s'appelait Westerly, et c'était un avion qui était destiné à faire peut-être tout mouillé, tout près, 1 kg, 1,5 kg. Et en fait, comme je n'avais pas de technique, entre autres au niveau de la peinture, puis j'étais très con, j'ai fait cet avion, puis je suis allé voir mon ami Michel Rama, qui est devenu mon ami là depuis 40 ans, et je lui ai demandé, mais tiens, voilà, on va le faire voler. Et lui m'a dit, non, on va pas le faire voler. Alors, je lui ai demandé pourquoi, et il m'a expliqué, il m'a dit, tu t'es pas mal débrouillé pour pas mal de choses, mais manque de chance, t'as peint carrément avec de la grosse peinture, ça paraissait con, mais t'as peint ça comme ça avec de la peinture qui n'est pas de la peinture avion, et ton avion est trop lourd, il ne volera jamais. Et s'il vole, il volera vite, et il se cassera vite. Donc il faut le refaire. Donc là j'ai été très déçu parce que je me rappelais de mes longues heures d'excitation dans l'école normale à construire cet avion et j'ai eu mon premier petit coup au cœur quoi, en me disant
j'ai pas mal investi et en fait c'est bête. Alors après ça, eh bien je suis retourné voir Michel Rama qui m'a expliqué et j'ai construit quelque chose. Et je me suis dit que je me débrouillerais tout seul. Parce que le problème que j'ai rencontré, premier problème technique, j'étais loin de l'avion, j'étais sur le modèle réduit, là, sans m'en rendre compte, mais c'est que je me suis passionné, comme j'avais un peu d'argent, là, je gagnais quand même un peu d'argent, je me suis passionné pour l'aviation, et l'aviation radiocommandée, et j'ai voulu absolument construire mon engin. Et j'ai voulu le faire voler. Le problème qu'il y avait, j'avais une voiture, je me déplaçais, c'est que malheureusement, le club, il fait pas beau chez nous, c'était l'hiver, et le club n'est pas toujours disponible, et puis le club n'avait pas forcément des instructeurs à ma disposition. Et donc je suis allé de temps en temps au club et j'ai pas vu de monde et ça s'est pas passé comme ça aurait dû quoi. Et donc j'ai essayé de voler tout seul et ça a été une grosse erreur dans un sens parce que j'ai cassé beaucoup de bois comme on dit, beaucoup de déceptions. Pour te donner un ordre d'idée, quand on fabrique un avion, il faut une bonne dizaine d'heures, voire une vingtaine d'heures pour le fabriquer. Et souvent, quand j'arrivais, je cassais et puis quand je cassais c'était bien, c'était casser bâtimoteur, c'était arracher des cerveaux entre autres, et indépendamment de l'argent que ça me coûtait, ça fait que j'étais déçu. Parallèlement à cela, j'ai pris l'avion dans un aéroclub de temps en temps, c'est-à-dire qu'avec mes parents, avec certaines personnes, je louais un avion avec un pilote et nous allions faire des tours, donc j'ai commencé à me rendre compte de ce que ça pouvait être. Mais il faut dire que le prix était tellement important à l'heure, je te rappelle que c'est quand même 150 € de l'heure, que je n'envisageais pas de faire une licence complète. Donc j'ai continué à faire ça, à faire un petit peu une heure d'avion de temps en temps, et puis réussir à voler, essayer de voler. Ce que j'ai réussi plus tard, au bout de 2 ans, avec mon frère, puisqu'on a fabriqué un Baron très connu des modélistes, et puis qu'il a réussi à voler. Il avait un 4 temps, un moteur 4 temps qui est une merveille, un moteur OS de 6 cm3 je crois, qui faisait un bruit merveilleux et que j'ai utilisé. Là j'ai volé une 30aine d'heures. Parallèlement, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis retrouvé à fréquenter l'avion, mais d'une autre manière encore, puisque j'ai eu à me rendre pour mon service militaire, dans le cadre de mon service militaire, j'ai eu à me rendre en Afrique, et à cette occasion, au Gabon, j'ai pris l'avion régulièrement, puisque dans l'année, j'ai dû le prendre 4 fois. Alors, inutile de te dire que c'était une merveille. J'avais 23 ans, la première fois que je suis monté dans l'avion, les gros avions, de ligne, j'étais surpris. Alors, je me rappelle d'une amie, Marie, que nous avons, qui me disait « Mais c'est bizarre que tu aies été surpris, c'est un peu tard pour prendre l'avion. » Mais je ne faisais pas partie d'un milieu, encore une fois, qui avait l'habitude de prendre l'avion, puisque nous étions des gens de la campagne, et que nous ne prenions pas l'avion. On était même, pour te dire, allé en 74, quand j'avais 8 ans, au Maroc, en voiture. On avait traversé l'Espagne, on était allé jusqu'à Meknès en voiture, c'est te dire la longueur de route qu'on avait prise. Et donc, j'ai été fasciné par l'avion à cette époque-là, intéressé. J'ai relu tout le temps en boucle les récits de Antoine de Saint-Exupéry, et tout ça, c'était vraiment très 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 intéressant. C'était fascinant, mais je n'avais pas encore fait, et je n'ai toujours pas vraiment franchi le pas. Ce qui fait que j'étais j'avais 3 pieds finalement. J'avais un pied dans l'aviation modélisme, que je pratiquais quand même un peu planeur aussi. J'ai cassé beaucoup de planeurs, parce qu'un planeur, pour qu'il vole bien, il faut qu'il soit en altitude. Or, le mettre en altitude, c'est compliqué. Donc j'avais on pourrait dire des cordes à son arc aussi, j'avais une corde à mon arc qui était l'aviation modèle réduit. J'avais de temps en temps, je faisais 1 à 2 tours par an dans un avion grandeur, avec un pilote. Et puis, j'utilisais les avions de ligne, et donc j'étais impressionné par ce genre d'engin. Et puis j'ai continué à voyager, pas mal en avion de ligne,
J'ai fait du modélisme en continuant. Alors la grande richesse du modélisme, parce qu'on pourrait déplorer ce que j'ai fait finalement, hein, d'avoir fait une sous-forme d'aviation, mais la grande richesse du modélisme, c'est vraiment qu'il permet de faire des expérimentations. Et ça, c'est très important parce que quand tu fais du modélisme, eh bien, tu peux, même si c'est plus petit à l'échelle, et que c'est moins tolérant, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. J'ai fait du buggy radiocommandé, j'ai fait du bateau voilier, du bateau à moteur, thermique, électrique, et donc j'ai exploré pas mal de domaines du modélisme. Et en fait, ça c'est merveilleux. Le point qui n'est pas positif dans mon cas, c'est que je ne me suis jamais vraiment mis à l'avion. Alors, objectivement, quand je réfléchis, je vais te dire où j'en suis arrivé maintenant. Actuellement à 54 ans, eh bien j'ai fait il y a quelques années un essai à 50 ans de paramoteur et je me suis arrêté au bout d'un an. 6 mois de pratique parce que c'était long et dur d'avoir son brevet quand même, c'était pas si évident, toujours à cause du temps aussi, et parce que pour être franc, la personne qui me faisait passer le test était aussi quelqu'un qui cherchait quand même pas mal à vendre son matériel, qui me l'a dit carrément, pas qu'il cherchait à vendre son matériel, mais qu'il ne vivait pas que de son activité de formation, et ça c'est une tendance des écoles, et donc quand tu n'achètes pas ton matériel et que tu as 50 km à faire ou 60 à chaque fois pour aller voler, eh bien tu finis finir par arrêter parce que tu en as assez, quoi, hein, tu te décourages, tu te désespères. Donc j'en étais resté là, et puis là je suis en train de me poser la question de savoir ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire quelque chose à 54 ans? Je ne sais pas encore. Personnellement, ce qui est intéressant dans mon cas, je pense, à travers cette expérience, c'est que je n'ai pas vraiment fait d'avion tout en étant passionné. Je n'ai pas fait d'avion et c'est quelque chose... je parle pas de moi là, je parle en général. C'est quelque chose qui est intéressant parce que finalement je suis un peu comme une mouche qui aurait tourné autour du pot de miel sans jamais m'être mis dedans. Je crois que la plus grosse difficulté, il y avait 2 ou 3 difficultés là-dedans, et la plus grosse des difficultés c'est sans doute l'argent, parce que j'ai fait du modélisme, j'y ai dépensé peut-être ce qui m'aurait permis, allez on va dire 3 000 €, ce qui m'aurait permis de faire peut-être d'avoir une licence d'aviation, mais finalement je n'ai pas fait d'avion. Alors la première des barrières finalement, si j'analyse, parce que ce qui est vraiment intéressant c'est l'analyse, je précise que je suis pas aigri, je suis simplement j'ai certains regrets, mais bon, pas forcément au point d'en être malheureux. La principale raison pour laquelle j'ai pas fait de modélisme, d'aviation, c'est bien entendu le coût, parce que quand on a un coût de l'ordre de quelque chose comme 150 à 200 € de l'heure, et bien entendu on peut pas dire que ce soit anodin. Alors l'erreur que j'ai commise, tu vois, selon moi, c'est de ne pas avoir passé mon brevet. Parce que tu vois, même sur une activité très chère comme ça, 150 € de l'heure, 200 € de l'heure, j'aurais pu imaginer ne voler que 1h30 par mois, par exemple, tu vois. Et ça, techniquement, ça a été mon erreur. Parce que si j'avais voulu, j'aurais pu voler, comme je te le dis, 2 fois dans 3, parce que quand on dit le prix de l'heure de vol, en fait, il y a une erreur, c'est que c'est le prix de l'heure de vol départ et arrêté. Mais si tu veux, tu voles rarement 1 heure, ou alors sauf si tu vas faire 3 heures de suite. Ce qui fait que j'aurais pu, par exemple, faire 3 demi-heures dans le mois. Voler, trouver 3 semaines où chaque fois je fais une demi-heure. Alors je sais, ça n'aurait pas été énorme, mais ça aurait été, avec le temps, ça aurait passé. Et ça aurait fait l'équivalent de le tiers, le quart, le 5e de mon salaire de l'époque, quoi, tu vois. Donc ça aurait représenté quelque chose qui n'était pas finalement exceptionnel. Et c'est là, à mon avis, que j'ai merdé.
parce que j'aurais pu utiliser ça. Et toi, si tu es jeune, alors je verrai d'autres pistes avec toi, parce que pour l'instant, je me reposerai des questions sur l'avion tout à l'heure, mais je crois que si j'étais à ta place, eh bien je ferais exactement la même chose. C'est-à-dire que j'essaierai de quand même tous les mois de faire 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, et de progresser, et de garder contact avec le milieu. Alors le deuxième, après l'argent, le deuxième handicap, chose qui m'handicapait, c'était que c'était quand même assez loin et que je suis un indépendant. J'ai toujours voulu faire les choses moi-même, et donc je ne me voyais pas aller voler en faisant 50 km à chaque fois, tu vois, ça me paraissait loin. Et j'ai toujours imaginé que si j'avais un avion ou si j'avais gagné au loto, j'aurais eu ma piste et j'aurais eu mon hangar, pourquoi pas, quoi, hein. Et puis, alors avec quoi je voulais parler avec toi, c'est que maintenant où j'en suis. Alors, je répète que c'est pas moi qui est important, c'est la manière dont je vois les choses. Depuis les choses évoluant tellement vite, on s'est aperçu que de nouveaux modes de manière de circuler dans l'air existent, hein. Il y a eu l'époque du deltaplane, et maintenant, eh bien, ça va plus loin. Ça va plus loin dans la mesure où il y a d'autres modes, et des modes absolument extraordinaires qui sont, entre autres, le parapente, le paramoteur. Et là, je dois t'avouer que je suis totalement bluffé par ces modes de déplacement dans l'air. Hein, parce qu'avec le parapente, on fait des choses absolument merveilleuses. On est capable d'avoir une finesse, je crois que c'est 10 pratiquement. Ça signifie que si on te lâche à 3 km d'altitude, tu vas pouvoir faire 30 km avant de trouver un thermique. Et puis en paramoteur, eh bien, tu voles pour quelques milliers d'euros. Donc je me demande personnellement ce que je vais faire avant que, bien que j'ai l'âge de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Je me demande si j'étais jeune ce que je ferais. Hein. Je suis encore interrogatif entre passer mon brevet de paramoteur, ou alors carrément du LM pendulaire, du LM même multi-axe, parce que franchement les choses et les lignes ont évolué comme ça ne s'est pas fait avant. Je pense que si tu es jeune, tu auras l'avantage de pouvoir avoir un spectre encore plus grand qu'à mon époque. Et mon frère par exemple qui fait de l'avion me disait que entre le paramoteur et bien sûr le ULM et l'avion il y a des différences, mais que entre l'ULM multi-axe et l'avion il y a une différence fondamentale. L'ULM est beaucoup plus libre, hein, bien que des ULM soient dans les conditions des avions, et l'avion est très 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 restrictif. Donc je me dis que si je n'ai pas fait d'avion pur, c'est aussi parce que il y avait une législation très précise. Alors il y a des avantages à ça, parce que statistiquement le nombre d'accidents mortels en avion est bien moindre que celui en ULM, qui est bien moindre que celui dans d'autres domaines. Mais s'ouvre à toi vraiment des possibilités énorme, exponentielle. Et si tu as 25 ans, alors là tu as vraiment l'âge de faire de grandes choses, parce que je te conseille de commencer tôt, hein, et je te conseille de choisir ton activité, voire même d'essayer, parce qu'en plus tu as l'âge où tu n'as pas de famille au début, et donc tu peux te permettre de faire ce que tu as envie. Parce que quand tu commences à avoir une famille, tu priorises, hein, comme on dit, et c'est différent. Donc je pense vraiment que nous vivons une époque formidable, et que si c'était à refaire, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Sans doute pas d'avion, hein, parce que l'avion est trop coûteux dans mon cas. Et puis, mais en revanche, ou alors de l'ULM multi-axe, c'est-à-dire une sorte d'avion mais sous forme d'ULM, ou alors le paramoteur. Alors certains peuvent dire que c'est parce que c'est une histoire de sous, et je te dirais que non, parce que j'ai essayé tout, et même le planeur, j'ai piloté des avions normaux comme ça avec des instructeurs pour voir ce que c'était, hein, à la main, et je te dirais franchement que ce qui m'a le plus impressionné pour beaucoup de domaines, ça a été tout ce qui est parapente et paramoteur.
parce que bien en paramoteur tu es vraiment dans l'air, hein. Tu sens l'air, tu as un casque mais tu sens l'air te frôle, j'ai fait des vols en paramoteur, hein. Je suis allé jusqu'à faire 2 ou 3 vols en paramoteur, et ça n'a rien à voir avec un avion, hein. Quand tu es en paramoteur, tu n'as rien autour de toi. Quand tu es en avion, ben, tu as la carlingue, ou alors à moins d'être en Volksplane. Et je pense que si c'était à refaire, et je vais peut-être le faire, j'irais vers un double brevet, un brevet de vol libre en parapente et un brevet de paramoteur. Alors l'autre avantage, bien que ça corresponde aussi à une obligation du paramoteur, c'est que, eh bien, avec un paramoteur, tu es obligé vraiment d'avoir des règles très strictes, hein, parce que c'est vrai que l'ULM n'a pas vraiment de règles obligatoires sous certains aspects. C'est pas comme en avion où si tu changes une pièce, tu es obligé de changer la même pièce, hein. Mais l'ennui du paramoteur et de l'ULM, c'est que si tu fais mal les choses, tu te casses la gueule. D'où le nombre de gens qui stupent plus facilement. Alors moi j'ai aussi mon explication. Je pense que s'il y a plus de tués dans l'ULM et dans le paramoteur, c'est parce que aussi les gens prennent moins de précautions. Hier encore, j'ai vu quelqu'un qui avait fait un essai de décrochage à 40 mètres du sol, ça n'a pas manqué, 7 côtes cassées et une frayeur incroyable. Donc si tu veux, le problème aussi, c'est pas seulement un problème de révision et de veritas, c'est un problème de sérieux global. Alors, en gros, les gens qui ont un ULM sortent plus facilement de leur domaine de vol. Le domaine de vol, c'est l'endroit dans lequel tu dois rester pour arriver à faire fonctionner ton avion correctement, comme une voiture, hein. Si tu vas commencer à aller avec une voiture routière sur une piste, eh bien tu verras que tu risques de te foutre en l'air. C'est pareil avec un avion. Si tu commences à sortir quand il y a trop de vent, ou si tu commences à sortir quand il fait vraiment trop chaud, que l'air est peu porteur et que tu es chargement lourdement chargé, tu risques de te mettre en l'air. Ou tu fais des virages, etc. Ou tu fais des essais à 30 mètres du sol. Voilà. Donc voilà ma réflexion, hein. Toujours une tendresse pour l'aviation. La particularité dans mon cas de ne pas regretter. Mais l'ouverture, impressionné par la formidable ouverture qui se crée pour les jeunes. La possibilité maintenant avec des parapentes de pouvoir faire des centaines de kilomètres en étant quelqu'un d'équipé avec 3000 € et puis la possibilité avec le paramoteur, eh bien de mettre sur l'arrière de sa voiture un porte-vélo tout simplement, ou une remorque, et de pouvoir décoller et atterrir de presque n'importe où. Faites quand même attention, si vous n'êtes pas du coin, renseignez-vous sur les conditions météo. J'ai contacté quelqu'un l'autre jour qui me disait qu'il avait eu une 50aine de fermetures de suite avant de regagner le sol, parce qu'il avait eu peur, parce qu'il ne connaissait pas l'endroit, qu'il avait voulu voler dans un endroit totalement différent, dans une région différente. Il s'était trouvé aux prises avec des vents particuliers, des vents de montagne, et ça fait très peur, et cette personne a arrêté. Et donc dans mon cas, eh bien je vous conseille vraiment d'explorer tous les domaines, hein, de contacter moi au besoin, et puis je vous souhaite vraiment le meilleur, hein, que ce soit le plaisir de voler dans un avion de ligne en attendant d'arriver à destination, que ce soit même l'aéromodélisme, qui n'est pas une sous-aviation, mais qui est vraiment un domaine en soi. D'ailleurs, il y a des gens très riches qui font du modélisme et qui ne font pas d'aviation. Et puis voilà, je vous souhaite donc une bonne journée. Réagissez à ces posts, hein, puisque j'ai mis 3 épisodes. Et je vous souhaite une agréable et une excellente journée.